provinciales qui nous prennent en ce moment. Nous sommes en train de vous dire, vous qui êtes en province, effectivement, Lambert Mendo Malanga, dans quelques instants, va tenir un grand point de presse et suffisamment qu'il ne manque pas de la matière, surtout qu'on a cru que c'était le déluge. Vous avez vu vous-même qu'il n'y a pas eu de déluge. L'année 2016 a atterri en douceur, tout à fait en douceur, avec tout ce qu'il y a de bonheur. Hier, pour ceux qui ont circulé dans la ville-province de Kinshasa, ont très bien vu comment est-ce que le Quinois et Quinois étaient en train de fêter jusqu'à ce petit matin. Pour ceux qui sont nés entre le 31 et le 1er, nous leur disons bon anniversaire, même si c'est tardif, mais c'est simplement pour mettre ça dans les cadres de réjouissance d'hier, de réjouissance qui justement ont donné le ton à l'année 2017 et que 2016 effectivement a été passé. Lambert Mendo Malanga a suffisamment de choses à nous dire. Vous savez bien que l'année 2016 n'était pas donnée la meilleure année sociale, politique ou économique, surtout sur le plan économique, mais sur le plan politique, et voulais-je dire, mais sur le plan politique, justement, l'année 2016 a lâché de l'Est. Tous les Congolais sont vivants, personne n'est mort. Nous sommes déjà le 2 janvier 2017. C'est dire autant d'événements se sont succédés, mais il n'y a pas eu événement, autant événements. Il n'y a pas eu événement, autant événement, et donc nous laissons la liberté de toute livraison à notre ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mendo Malanga, qui va entrer dans quelques instants. Nous préférons que lui-même nous fasse la grande livraison, et Lambert Mendo Malanga fait son entrée dans cette salle, la conférence de la RTNC2. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour et bonne année 2017. Ainsi que l'a signé le chef de l'État dans son message de la nuit de la Saint-Sylvestre, cette année 2017 s'ouvre sur des perspectives un peu plus prometteuses pour notre pays, la République démocratique du Congo, et son peuple. Nous avons tous vécu une fin de 2016 plutôt chahutée. Chahutée du fait du calendrier politique dont la dramatisation à outrance a provoqué non seulement des controverses entre différentes composantes de la classe politique, mais aussi des actes de violence multiformes, voire des agressions contre des personnes et des biens, résultant de ce qui a été considéré par les uns comme l'exercice quotidien normal des opinions et par les autres des atteintes délibérées à la sécurité des personnes et des biens et à l'ordre public. En s'invitant dans cette controverse, quelques partenaires étrangers de notre pays ont, pour ainsi dire, mis de l'huile sur le feu, ce qui a contribué à éloigner pendant longtemps tout espoir d'une vision partagée des difficultés auxquelles le pays se trouvait confronté et donc des solutions à y apporter. Vous vous souviendrez tous qu'à travers un chapelet d'invectives et de jérémiades bruyantes, assaisonnées de menaces et même de sanctions unilatérales, attentatoires au statut d'État indépendant de la République démocratique du Congo, certains décideurs étrangers ont tout fait pour instrumentaliser nos divisions afin de résoudre leur irréversible décadence dans un monde en train de bouger et les curseurs de la puissance de se déplacer de certains points de la planète vers d'autres. À l'évidence, une instabilité chronique de la République démocratique du Congo, ce don béni des dieux au cœur de l'Afrique, fait l'affaire de certains groupes d'intérêts englués dans des marécages financiers qui n'en finissent pas de s'enfoncer dans la récession. Comme vous le savez, au cours de la même nuit de samedi 31 décembre 2016, alors que les nuages de la discorde et de l'incompréhension s'accumulaient sur l'issue des récentes négociations entreprises à l'initiative du président de la République
entre les signataires et les non-signataires d'un précédent accord politique conclu au mois d'octobre 2016 à la cité de l'Oyoa, à la surprise générale et presque en écho au message dans lequel le président exhortait à nouveau la classe politique congolaise à plus de responsabilités, un nouvel accord est intervenu entre les signataires et les non-signataires de l'accord du 18 octobre réunis au centre interdiocésain de Kinshasa, Gombe. Le gouvernement de la République se félicite de cet aboutissement heureux. Il loue les bons offices offerts sans relâche à la demande du chef de l'État par la conférence épiscopale de l'Église catholique, emmené par son président, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la SINCO, et son vice-président, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandaka Bikoro, ainsi que tous leurs collègues. L'exécutif national tient à les en remercier. À la suite de ce dénouement, que l'opinion publique habituée aux atermoiements des acteurs politiques congolais était loin d'attendre, le peuple congolais tout entier peut légitimement être fier de sa classe politique. Et c'est pour le gouvernement l'occasion de féliciter les responsables, tant de la majorité que de l'opposition, qui ont fait montre en cette circonstance particulière d'une maturité et d'un patriotisme exemplaires. La preuve est ainsi démontrée, mesdames, messieurs, que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux pour débattre des questions de souveraineté de leur pays, hors des interférences et des ingérences étrangères, ils sont capables de se sublimer et de trouver des solutions idoines aux problèmes qui les assaillent. Mesdames, Messieurs de la presse, ce qui s'est passé au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre au centre interdiocésain de Kinshasa est un acte de raison, un acte de responsabilité, posé par ceux qui conduisent ou qui aspirent à conduire le peuple de la République démocratique du Congo. C'est une attitude citoyenne qui n'était pas évidente de la part de certains qui nous avaient habitués ces dernières années à des choix questionnables et assumés, consistant à faire sous-traiter nos problèmes les plus intimes par des agents d'influence étrangers, pas toujours bien disposés à l'égard de nos intérêts nationaux. Des agents d'influence qui ont eu beau jeu de souffler sur les braises de la conflictualité entre Congolais au profit de leur convoitise sur nos richesses et nos potentialités. Il est un fait que l'incapacité des Congolais à gérer par eux-mêmes jusque-là les problèmes touchant à leur vivre ensemble a été souvent utilisée par des acteurs extérieurs, nostalgiques d'un passé révolu, pour tenter d'imposer des schémas aux antipodes des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Leur dernière trouvaille a été de promouvoir de manière particulièrement agressive des formules anticonstitutionnelles de sortie de la crise, nées des difficultés à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il s'agissait, vous vous en doutez notamment, de mettre fin aux fonctions du président de la République, autrement que par l'élection de son successeur, ainsi que le prévoit expressis verbis la Constitution, en son article 70, deuxième alinéa. Cette propension à mépriser les règles et les normes en vigueur dans notre pays est devenue un véritable attribut culturel depuis que dans un passé pas si lointain, les officines étrangères étaient parvenues à neutraliser et à assassiner dans des circonstances quasi similaires
2 dirigeants congolais parmi les plus méritants. J'ai cité Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, coupables l'un comme l'autre d'avoir simplement refusé de transiger sur les intérêts légitimes de notre peuple. C'est donc avec la prudence du chat échaudé, qui est fondée à craindre même l'eau froide, que nous, Congolais, devons considérer les prestations, ou devrais-je dire, l'agitation de l'administration démocrate sortante aux États-Unis d'Amérique et de ses relais en Amérique, en Europe, au sujet de notre pays en République démocratique du Congo. L'impérialisme, mesdames, messieurs de la presse, comme l'enfer, est toujours pavé de bonnes intentions et de justifications très rationnelles. Avant-hier, c'était la mission civilisatrice sous nos tropiques ténébreuses. Hier, c'était la lutte contre le communisme hideux. Aujourd'hui, c'est la défense vertueuse des droits de l'homme et de la démocratie, ou plutôt devrais-je dire de la vitesse de la démocratisation de nos institutions, jugées trop lentes au goût de ces drôles de bienfaiteurs. Les arguments ne manquent jamais pour ceux dont l'objectif, en définitive, est de mettre ce pays qui est le nôtre sous coupe réglée. Mesdames, Messieurs de la presse, sous le fallacieux prétexte d'un amour débordant pour les Congolais qu'ils prétendent aider à consolider leur jeune démocratie, des étrangers philanthropes autoproclamés ont tenté au cours de ces derniers mois, avec une incroyable audace, de jouer un remake de ces tragédies dont notre peuple porte toujours les stigmates enfouis au plus profond de sa mémoire collective. Pour réussir cette forfaiture, ils ont dressé les Congolais les uns contre les autres, pour les dissuader à tout jamais de s'inspirer de leurs vénérables héros nationaux que j'ai cités et qui ont consacré toute leur énergie au service prioritaire des intérêts du seul souverain primaire, même lorsqu'ils étaient en porte-à-faux par rapport à ceux des groupes ou des puissances de l'extérieur. La froide détermination du président Joseph Kabila et la perspicacité des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, associés au courage de tous ses compatriotes, majorité comme opposition, qui campaient il y a encore quelques jours sur des positions extrêmes les uns par rapport aux autres, nous offrent une opportunité historique de nous ressaisir. Les contacts directs du centre interdiocésain de Kinshasa entre signataires et non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, réunis par la Conférence épiscopale nationale du Congo, ont finalement accouché d'un accord politique qui a le mérite d'élargir de manière significative le consensus du 18 octobre afin de baliser le chemin à parcourir ensemble pour l'organisation effective du processus électoral qui a pris du retard pour diverses raisons. Selon les conclusions de leurs échanges directs, ce balisage passe d'une part par un strict respect de la Constitution de la République en ce qui concerne le fonctionnement des institutions à mandat électif pendant la période préélectorale et électorale. Par institution à mandat électif, il faut entendre le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs de nos provinces. En ce qui concerne leur fonctionnement, les parties prenantes aux négociations du centre interdiocésain ont convenu de s'en tenir au strict respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc impropre d'affirmer, comme je l'entends sur certains médias, aussi bien nationaux qu'étrangers,
que ce sont les négociateurs qui ont autorisé, le mot a été dit, le président Kabila à rester au pouvoir jusqu'à fin 2017. C'est une fausse information. Ce qui a été convenu, c'est d'appliquer de manière stricte le prescrit de la Constitution, en vertu duquel le président de la République, ainsi que les membres des chambres législatives nationales, ceux des assemblées provinciales et mutatis mutandis, les gouverneurs et vice-gouverneurs qui en sont l'émanation, restent en fonction jusqu'à l'installation des animateurs issus d'élections futures. Si donc quelqu'un a pu autoriser ces institutions et leurs animateurs à demeurer en fonction, ce ne sont pas les négociateurs, mais bien le souverain primaire, le peuple congolais, à travers le référendum intervenu il y a plus d'une décennie. Mesdames, Messieurs de la presse, pour ce qui est des institutions à mandat non électif, comme le gouvernement central, l'option d'une gestion partagée de ces institutions pendant la période préélectorale et électorale, telle que décidée à la Cité de l'Union africaine, a été maintenue, voire renforcée par les parties prenantes aux discussions du Centre interdiocésain de Kinshasa comme une voie logique de sagesse et d'équité. Il convient de noter que la période préélectorale et électorale, que l'on appelle improprement période de transition, n'est autre que la période entre la fin du mandat du président de la République et la tenue effective des élections. Il a été en outre décidé d'instituer par une loi organique à prendre par notre Parlement un Conseil national de suivi de l'accord qui aura la tâche d'évaluer avec les institutions compétentes la mise en œuvre des résolutions prises lors de ces contacts directs du Centre interdiocésain de Kinshasa. Mesdames, Messieurs de la presse, nos héros nationaux, Patrice Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, qui recommandaient pour le premier que l'histoire du Congo soit écrite au Congo par les Congolais eux-mêmes et non plus à Washington, Paris ou Bruxelles, et pour le second, que les Congolais se prennent en charge sans jamais trahir le Congo, nos héros nationaux, disais-je, peuvent ainsi reposer en paix en nous regardant de là où ils sont avec le sentiment du devoir accompli. À présent que sont aplanis ces problèmes pour lesquels des parrains autoproclamés s'immisçaient sans cesse avec une arrogance indécente dans les affaires domestiques de la République démocratique du Congo, nous espérons voir leur fébrilité de mauvaise aloi se transformer désormais en un accompagnement amical et désintéressé pour nous permettre d'atteindre dans les meilleurs délais le seul objectif qui vaille, l'organisation des élections crédibles et pacifiques à bonne date. Dans le même temps, nous osons croire que les démons de la division entre fils et filles du Congo vont céder définitivement la place à cette culture nationale des concertations et des négociations pour la recherche des solutions non conflictuelles à tous les problèmes qui peuvent se poser. Nul besoin désormais pour les Congolais de se déchirer, de s'entretuer, de s'abîmer dans des violences suicidaires pour des querelles d'ordre politique ou institutionnel. Mesdames, Messieurs de la presse, sur cet accord du 31 décembre 2016, qui doit être considéré comme un élargissement du consensus intervenu le 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine, il importe de noter que ce qui a été reproché à ce dernier accord, c'est un déficit d'inclusivité, du fait de l'absence d'une partie de la classe politique, en l'occurrence le rassemblement de l'opposition parmi ses signataires. C'est la raison pour laquelle, malgré le consensus qui s'était dégagé à la suite de ces négociations directes
organisée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, force est de constater, et le gouvernement le regrette, que ce grief fondamental fait à l'accord du 18 octobre n'a pas été rencontré au centre interdiocésain, dans la mesure où une frange importante de l'opposition, en l'espèce le Front pour le respect de la Constitution, ainsi qu'une partie importante de l'opposition politique ayant pris part aux discussions, n'ont pas apposé leur signature dans le texte final de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il demeure donc un sérieux problème d'inclusivité de l'accord du 31 décembre. Ceci démontre d'une part que les problèmes d'une nation ne sont pas toujours conjoncturels ou individuels. Ils sont permanents, ils sont collectifs. L'accord conclu et ainsi signé ne règle donc tous les problèmes de fond. Le travail n'est pas achevé, loin s'en faut. Dès lors, la dernière étape pour les institutions et organes chargés du suivi et de la mise en œuvre de cet accord issu des négociations directes entre Congolais consistera avant toute chose à rechercher par tous les moyens la solution à ce problème d'inclusivité par un effort constant en direction des forces politiques absentes ou non signataires de l'accord du 31 décembre. Ce besoin d'approfondir l'inclusivité est incontournable au risque de déplacer simplement le problème, de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, comme l'on dit. La gestion de cette question d'absence d'inclusivité de l'accord du 31 décembre 2016 est capitale et urgente dans la perspective de la rencontre en particulier immédiat attendue entre forces politiques pour la mise en œuvre de certaines dispositions importantes de l'accord du 31 décembre. En plus d'un engagement sincère de toutes les parties prenantes à cet accord, comme l'a demandé M. le Président de la République dans son message de Nouvel An, il est donc nécessaire pour tous nos compatriotes d'avoir à ce stade un dénominateur commun quant au contenu et surtout aux attentes induites par cet accord afin d'éviter des interprétations et des amalgames susceptibles de briser le consensus aussi laborieusement obtenu. Au chapitre de la décrispation du climat politique, il s'y est de rappeler que depuis la conclusion de l'accord global inclusif de la Cité de l'Union africaine le 18 octobre 2006, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, avait résolu de faire injonction au parquet pour prendre en compte la nécessité de décrisper le climat politique par l'examen, toutes affaires cessantes, d'un certain nombre de dossiers concernant des personnes présumées prisonniers politiques ou d'opinion, selon nos interlocuteurs de l'opposition politique, ou de personnes présentées comme ayant bénéficié d'une loi d'amnistie, mais qui seraient toujours gardées en détention. Il faut rappeler que depuis l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine, plusieurs personnes ont pu être relaxées sur cette base. La spécificité de l'accord politique du 31 décembre 2016 à cet égard demeure peut-être la stratification par les délégués du Rassemblement, groupe de 7 compatriotes congolais qui ont été considérés par eux comme des cas emblématiques et dont la libération leur paraîtrait significative d'une réelle volonté de décrispation de la part du pouvoir en place. Pour des raisons de convivialité, il a fallu s'accommoder, non sans quelque gêne, de ce néologisme inégalitaire de cas emblématiques, au milieu du grand nombre de compatriotes qui, pour une raison ou une autre, se trouvent derrière les barreaux ou sont en délicatesse avec la justice de leur pays. Une commission ad hoc de hauts magistrats a été instituée par le parquet général de la République à la demande du ministre de la Justice pour examiner rapidement les 7 cas en question.
Cette commission était apparue à tous comme la seule voie possible pour ne pas énerver l'indépendance du pouvoir judiciaire proclamée par la Constitution congolaise. Elle a travaillé sans désemparer et est parvenue en quelques jours à donner une suite satisfaisante aux requêtes du rassemblement pour 4 cas sur les 7. Ainsi, les poursuites contre M. Roger Lumbala pour participation à une insurrection armée, le M23, ont été abandonnées. Il en est de même pour M. Antipas Mbusa Nyamwisi, poursuivi pour des faits similaires. Ils peuvent donc revenir librement en République démocratique du Congo en vertu de cette décision du parquet. C'est aussi le cas de M. Floribert Anzoulouni, en fuite à l'étranger. Quant à M. Moïse Monidela, incarcéré après avoir été convaincu d'actes de rébellion et d'incitation à la violence, il bénéficiera également d'une mesure d'abandon de poursuite judiciaire. Parmi les 3 autres cas dits emblématiques, celui de M. Diomi Ndongala, condamné pour viol sur mineur, a posé un problème de conscience dans un pays comme la République démocratique du Congo, régulièrement présenté par des détracteurs comme la capitale mondiale du viol. La politique criminelle du gouvernement, élaborée de commun accord avec le chef de l'État, étant la tolérance zéro à l'égard des auteurs des faits de violence sexuelle, il est malaisé de banaliser un tel crime imprescriptible, au motif que son auteur serait proche de nos amis du Rassemblement. Je voudrais signaler une ironie de l'histoire qui veut que les filles mineures victimes de ce compatriote politicien avaient notamment bénéficié de l'assistance judiciaire d'un avocat, aujourd'hui membre du Rassemblement, M. Francis Kalombo. La commission des hauts magistrats n'a pas donc cru devoir rouvrir ce dossier. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo l'ont bien compris et décidé de prendre les contacts eux-mêmes auprès des autorités compétentes. Ils ont été informés de l'attente, par ailleurs, d'un grand nombre de personnes, civiles comme militaires, lourdement condamnées pour les mêmes faits, à faire jouer le principe de l'égalité de tous les Congolais devant les services de l'État, en exigeant d'être à leur tour relaxés dès lors qu'une réponse positive serait réservée à cette requête du Rassemblement en faveur de M. Diomi. Vous voyez donc toute la sensibilité de la question. Enfin, sur ce chapitre, la commission ad hoc des hauts magistrats sera saisie des 2 dossiers restants relatifs à M. Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo, condamnés et ou poursuivis pour faits d'escroquerie et de spoliation de biens privés et pour atteinte à la sécurité de l'État, à la suite d'une démarche du Rassemblement de l'opposition qui a préféré en l'espèce demander pour les 2 l'entregent des évêques de la Cinco, étant donné que la majorité présidentielle n'a pas souhaité être associée à cette démarche auprès de l'épiscopat. Toujours dans ce chapitre de la décrispation, il a été décidé, en ce qui concerne le secteur des médias, la réouverture par le ministre ayant en charge ce secteur dans les 2 premières semaines du mois de janvier de tous les médias fermés à la suite de mesures administratives conservatoires et ne faisant pas l'objet d'une procédure judiciaire, et ce, moyennant l'engagement, le cas échéant, de leurs animateurs ou promoteurs de se conformer aux lois qui régissent le secteur. Il convient de souligner, pour être complet sur ce sujet, que les parties prenantes ont évoqué la question des interférences extérieures sous forme de sanctions ciblées, prises à l'emporte-pièce, de manière unilatérale, par certains partenaires traditionnels de notre pays à l'encontre de quelques officiels congolais. Les parties prenantes à ces contacts directs de la Cinco ont, à ce sujet, pris la résolution d'appeler le gouvernement de la République démocratique du Congo à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la levée des dites sanctions ciblées
au regard de leur caractère contre-productif. Je vous remercie et je me mets à votre disposition pour des questions de clarification. Le premier intervenant, TV5. Merci beaucoup. Blaise Vassamboli, TV5. Monsieur le ministre, samedi soir au centre interdiocésain, à la signature de l'accord, la majorité présidentielle disait qu'il signait l'accord sous réserve. Ma question est celle de savoir, signer l'accord sous réserve, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, deuxièmement, pourquoi la majorité présidentielle conditionne l'application de cet accord à l'inclusivité, alors que l'on sait que l'accord du 18 octobre, signé à la Cité de l'Union africaine, n'était pas inclusif, mais il s'est quand même appliqué. Merci. Eh bien, la majorité présidentielle, je faisais partie des 6 délégués de la majorité présidentielle, a signé sans réserve parce qu'elle a estimé que les mêmes causes risquaient de produire les mêmes effets. Nous avions signé un accord que nous avions estimé suffisant à la Cité de l'Union africaine le 18 octobre et il a été fait grief à cet accord de l'absence d'une partie de nos compatriotes de l'opposition politique. Et il a fallu remettre le travail sur le tapis, de sorte qu'il a fallu considérer une partie des efforts qui ont été entrepris à la Cité de l'Union africaine comme des efforts perdus, gaspillés. Et nous ne voudrions pas de nouveau perdre les efforts que nous avons consentis tous à la Cité de l'Union africaine, au centre interdiocésain. C'est en raison de cette absence d'inclusivité, lorsque nous avons constaté que des groupes politiques qui avaient commencé les discussions avec nous ont quittés peu avant la conclusion de celle-ci, ont refusé de signer les conclusions de ces discussions, que nous avons attiré l'attention du médiateur, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, sur ce même travers, ce même grief qu'il importait de faire à ce nouvel accord qui est l'absence d'inclusivité, parce que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour être sûr que nous ne ferons plus l'objet d'interprétations complètement diverses sur des concepts sur lesquels nous nous sommes entendus. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour que les organes qui sont chargés de la mise en œuvre de cet accord puissent se préoccuper avec soin de la nécessité de faire venir ceux qui ont estimé qu'ils avaient à redire sur tel ou tel autre point de l'accord, exactement comme on l'avait estimé avec l'accord du 18 octobre vis-à-vis du rassemblement, parce que ceux-là ont les mêmes droits que nos compatriotes du rassemblement vis-à-vis de l'accord du 18 octobre. Donc, c'est pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. C'est une question de logique républicaine, tout simplement. Sonia Rollet, RFI, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que la majorité présidentielle ne va pas participer, que les discussions ne vont pas commencer sur l'arrangement particulier, par exemple, en l'absence d'inclusivité, que vous n'allez pas pouvoir justement faire ce travail au niveau de l'exécutif national, du comité de suivi. Voilà, est-ce que concrètement ça a un effet particulier ou même l'investiture du nouveau gouvernement? Je pense qu'il y a deux choses à dire à votre question. La première chose, c'est que nous sommes occupés maintenant à préparer la restitution à notre famille politique des travaux de la CENCO, du centre interdiocésain. Je pense que nous avons une réunion demain, dans l'avant-midi, pour rendre compte, parce que nous sommes allés à la CENCO ad référendum, nous devons rendre compte à la famille politique de ce qui a été fait et une décision sera prise. Parce que dans le compte-rendu, nous ferons état justement de l'absence d'inclusivité au niveau de la signature de cet accord. Et à ce moment-là, il appartiendra
à la famille politique de prendre une décision. Il ne nous appartient pas à nous, délégués de la famille politique, de vous annoncer telle ou telle autre décision. Je pense que la famille politique se prononcera demain pour savoir ce qu'elle tirera comme conséquence de cette absence d'inclusivité. Mais je pense que aujourd'hui et demain nous paraissent être suffisants pour permettre à la Cinco ou au chef de l'État notamment de faire en sorte que cette condition d'inclusivité qui a en quelque sorte été un boulet sur l'accord du 18 octobre ne puisse pas gêner l'accord du 31 décembre. Faire revenir les frères et les sœurs qui ont quitté la discussion en cours et qui ont refusé d'apposer leur signature. Et si tel n'est pas le cas, peut-être qu'on pourra envisager que les organes chargés du suivi de l'accord puissent se saisir prioritairement de cette question, de rendre l'accord le plus inclusif possible. Donc, je n'ai pas encore une décision à vous donner à cet égard. Il faut attendre que la famille politique à laquelle j'appartiens puisse se réunir et qu'elle puisse tirer les conséquences de ce constat de la non-inclusivité. Ensuite, vous parlez du vote du gouvernement à l'Assemblée nationale, de l'investiture du gouvernement. Vous allez un peu vite en besogne. Nous devons d'abord négocier un arrangement particulier. Je pense que cette semaine, c'est à cela que nous devrions consacrer le temps. Et donc le moment viendra, lorsque l'arrangement particulier sera là, de voir si, au regard de l'arrangement particulier, nous considérons que le gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale mérite l'appui de notre groupe parlementaire ou pas. Mais jusqu'à présent, nous n'avons même pas encore négocié ou commencé à négocier l'arrangement particulier en duquel cette décision que nous avons prise de confier le gouvernement ou la tête du gouvernement à tel ou tel autre groupe va devoir être mise en musique. Donc ça, c'est un peu prématuré comme question. Innocent Lenga, Radio Kapi. Monsieur le ministre, je ne suis pas sur l'accord, c'est autre chose. La chaîne CCTV, le signal est coupé il y a 14 jours pratiquement, sans que les responsables et les journalistes de cette chaîne en sachent la cause. Voudrez-vous bien nous dire pourquoi le signal de CCTV est coupé? Et puis il y a aussi un politicien, M. Frédéric Boyenga, président de l'UNIR, qui a été arrêté depuis le 18 novembre dernier. Et c'est pour quelles raisons? Merci. S'agissant de CCTV, j'ai été approché par M. Kitoutou, qui est le responsable de cette chaîne, et j'ai eu à lui expliquer qu'en fonction de la loi qui est en vigueur dans le pays, le ministère de la Communication et des Médias n'est pas seul compétent en ce qui concerne des mesures conservatoires à prendre vis-à-vis d'une chaîne ou d'un établissement audiovisuel. Les autorités administratives locales ont aussi cette compétence. Dans la mesure où ce n'est pas un arrêté de mon ministère qui a pris la décision de fermer CCTV, je lui ai recommandé de s'adresser à l'autorité provinciale du lieu, c'est-à-dire de Kinshasa, pour savoir pourquoi cette décision a été prise. La loi donne aussi bien au ministre du gouvernement central qu'au gouvernement provincial des pouvoirs en rapport avec le fonctionnement des entreprises audiovisuelles en ce qui concerne des mesures conservatoires d'ordre public ou de sécurité. Mais je viens de vous annoncer que, en fonction de l'accord que nous avons signé à la Cinco, toutes les chaînes qui ont été fermées par mesure administrative, et je pense que c'est le cas, à moins qu'il y ait eu une ouverture d'un dossier judiciaire contre CCTV, mais s'il n'y a pas eu une ouverture d'action judiciaire, seront rouvertes dans les 2 premières semaines de janvier. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi ça a été fermé, mais si ça a été fermé par mesure conservatoire d'une autorité administrative locale, ça sera ouvert dans les 2 semaines. Nous allons examiner cela. En ce qui concerne l'arrestation d'un politicien, je voudrais vraiment vous dire que
le gouvernement n'a pas pour rôle d'arrêter des gens. Ce n'est pas le gouvernement qui arrête des gens. Il y a une police, il y a un parquet, c'est l'autorité judiciaire qui procède aux interpellations, aux arrestations. Je vous recommande de vous adresser à ce que les Anglais appellent arresting officer, qui l'a arrêté. Vous trouverez qu'il y a sûrement un officier de police ou un magistrat, adressez-vous à lui. Le gouvernement n'est pas un auxiliaire du magistrat pour vous donner des explications pourquoi M. Boyenga a été arrêté. S'il a été arrêté, c'est qu'il a des problèmes avec la justice. Il a sûrement un avocat qui sait qui l'a arrêté et c'est à cette autorité qui a arrêté M. Boyenga à vous donner des explications pourquoi il a été arrêté, pas au gouvernement. Cela ne relève pas du tout du gouvernement parce que le gouvernement n'arrête pas des gens dans notre ordre judiciaire. J'ai deux petites préoccupations. La première, je reviens à la signature sous réserve par la majorité présidentielle de l'accord issu des négociations directes à la SENCO. Lorsque vous signez sous réserve, est-ce que ça ne va pas ouvrir la boîte de Pandore? D'autant plus que ceux qui ont signé, c'est-à-dire vos collègues de l'opposition, peuvent aussi dire que nous acceptons que le chef d'État reste en fonction sous réserve de l'application de l'accord. C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne la commission ad hoc qui a été mise sur pied, la commission des magistrats. J'aimerais d'abord savoir quelle est la différence entre cette commission et les autres commissions qui ont travaillé lors de ces pourparlers directs. Et puis le temps que ça a pris, pourquoi seulement se dessaisir des 3 cas emblématiques? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du travail? Voilà. Merci. À votre première question concernant la réserve qui pourrait rejaillir sur la situation du président, vous ne m'avez peut-être pas bien saisi. Je vous ai bien expliqué que le président de la République, c'est-à-dire les institutions à caractère électif, le président, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, restent en fonction jusqu'à l'élection des institutions ou des animateurs d'institutions homologues. Pas par la volonté des négociateurs, mais par la volonté du constituant. C'est la Constitution qui en a décidé ainsi. Alors, votre préoccupation, je l'ai entendu aussi chez d'autres, parce qu'on a vite fait de persifler ici en RDC, le président sous réserve, etc., aurait été vrai si le président était resté en fonction de par la volonté de ceux qui négociaient. Non, ce n'est pas la volonté de ceux qui négocient. Ils ont simplement lu la Constitution. En son article 70, alinéa 2, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection du président de la République, jusqu'à l'installation du président de la République élu. Lorsqu'une telle disposition est mise dans une constitution, c'est suffisamment clair. Donc il n'y a personne qui peut venir dire « c'est grâce à moi que le président a été autorisé à rester en fonction ». Non, c'est la Constitution qui le décide. On a lu la Constitution, on n'a pas décidé. On a lu la Constitution et on a constaté que la Constitution refusait l'idée d'un vide juridique aussi bien à la tête de l'État que dans les assemblées législatives à caractère national, que dans l'Assemblée provinciale, que à la tête des provinces. Donc, aussi bien le président que les autres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'on aura élu les autres. Donc, je ne vois pas le lien entre le fait que nous ayons émis des réserves et le statut du président comme président qui reste en fonction de par la volonté de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Alors, votre deuxième question concernant les raisons pour lesquelles la commission des hauts magistrats n'a pas pu trouver des conclusions, vous avez dit 3 cas, non, 2 cas. Ils ont conclu sur les autres cas, puisque le cas de M. Diomi, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se saisir de ce cas-là. Il restait 2 cas, le cas de M. Katumbi et le cas de M. Muyambo. Et donc, ici, d'après ce que j'ai glané comme information auprès du ministre de la Justice, vous devez comprendre que
tous les cas pour lesquels le procureur ou le parquet a pu trouver une solution rapide sont des cas dans lesquels l'État est celui qui a subi le préjudice. Une rébellion, c'est contre l'État. On entre en rébellion contre l'État. Donc l'État peut renoncer à des poursuites, parce que c'est lui qui est préjudicié. Mais le cas de M. Katumbi, le cas de M. Muyambo, vous avez des problèmes d'escroquerie, vous avez des problèmes de spoliation, des biens privés. Est-ce que l'État doit se substituer à ces privés-là? Nous allons dire, bon, nous assumons les droits des privés qui ont affaire à M. Katumbi et nous faisons quoi? Ce sont ces gens-là qui peuvent dire, non, nous retirons notre plainte. Donc, qui est préjudicié? Quand c'est des privés, le parquet a besoin de plus de temps, peut-être pour entrer en négociation avec les personnes préjudiciées. Mais quand c'est l'État qui est préjudicié, le ministre de la Justice qui représente l'État peut donner injonction et dire, écoutez, abandonnez les poursuites. Mais quand c'est des privés, ça devient plus délicat. Ça demande plus de temps et on s'est rendu compte que, puisqu'on demandait plus de temps, cela provoquait un peu l'impatience de nos amis qui voulaient des résultats tout de suite. Mais la justice ne fonctionne pas comme ça. J'ai souvent l'occasion de vous dire que le temps de la justice n'est pas le temps du justiciable qui veut que les choses aillent vite, n'est pas le temps du journaliste qui veut qu'une décision tombe vite. Non, non, non. Ils veulent vérifier par rapport aux personnes préjudiciées, l'homme privé ou la femme privée dont les intérêts ont été spoliés. Est-ce qu'il ou elle est d'accord d'abandonner les poursuites? Peut-être que le parquet voulait négocier avec ces gens-là et qu'on ne lui en a pas donné le temps. Et que le rassemblement qui a introduit les dossiers, ayant retiré sa confiance à la commission des magistrats, les parties prenantes n'ont pu que prendre acte de ce retrait de confiance. Ils ont dit, nous confions ça à la Cinco. Peut-être que la Cinco va négocier aussi avec ces privés qui ont été victimes de ces deux compatriotes et négocier avec eux pour qu'ils abandonnent les poursuites. L'État ne peut pas se prononcer pour des préjudices subis par des privés qui ont des droits. Le cas de M. Katumbi, pour l'affaire des mercenaires, l'État peut discuter. Mais il y a un autre cas pour lequel il a été condamné, spoliation. Nous ne pouvons pas nous substituer à ce grec-là qui a été spolié. C'est à ce grec-là à se décider. Donc il a des droits, tout comme M. Katumbi. Et donc on ne peut pas, c'est très délicat. Et il faut du temps pour ça. C'est ce que peut-être ceux qui voulaient défendre M. Katumbi n'ont pas compris. Ils sont allés un peu rapidement en besogne. Il faut vite des décisions. Comme la décision ne tombait pas, nous retirons la confiance à la commission des magistrats. Et nous avons dessaisi la commission. On a dit, OK, si c'est les évêques qui peuvent poursuivre cette discussion, ils vont prendre contact avec qui de droit, et qui de droit, c'est aussi les victimes qui ont déposé plainte contre lui, c'est-à-dire des privés comme vous, comme moi, dans nos vies privées. Voilà les raisons pour lesquelles il y a eu ces retards à ce niveau-là. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Ceux qui préjudicient l'État, c'est rapide. Ceux qui préjudicient les privés, ça doit prendre du temps parce qu'il faut tenir compte des droits des privés. Joachim Diana, le journal Colombe. Excellence, au regard de l'accord, j'ai lu les articles du dernier accord de centre interdiocésain. Quand je le mets à côté de la Constitution, c'est-à-dire des questions qui sont déjà réglées dans la Constitution, et des questions qui ont été réglées dans l'accord de la Cité de l'UIA, à part le fait de dire que la primature va à l'opposition barre rassemblement, quelle autre avancée auquel vous êtes arrivé? À part cette histoire de donner la primature au rassemblement, je ne vois pas d'autres accords, soit des questions sont déjà réglées par la Constitution, soit par l'accord de la Cité de l'UIA. Alors nous voulons savoir, nous, qu'est-ce qui vous a avancé? L'enthousiasme de ceux qui sont arrivés. Est-ce que c'est une conversion à l'accord de la Cité de l'UIA ou vraiment un nouvel accord basé sur quelle avancée? Je pense que si vous lisez attentivement cet accord, vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de dispositions de l'accord du 18 octobre qui sont reprises dans l'accord du 31 décembre. Peut-être faut-il y voir un problème psychologique que vous, journalistes, pouvez décortiquer. Hein? Peut-être faut-il y voir aussi une conversion à la sagesse. Peut-être faut-il du temps pour certains pour se rendre compte
qu'il faut vraiment se parler entre Congolais pour résoudre les problèmes des Congolais. Nous ne pouvons pas nous en plaindre que ceux qui ont été absents à la Cité de l'Union africaine aient accepté de pouvoir s'asseoir avec nous autour d'une même table, avec ceux qui étaient à la Cité de l'Union africaine, pour pouvoir parler de notre pays. Donc pour nous, l'avancée, c'est cette inclusivité-là. Ce qui a manqué, c'est l'avancée, c'est l'inclusivité. Malheureusement, à la dernière minute, nous sommes comme rattrapés par cette absence d'inclusivité qui pose un nouveau problème. Donc un peu comme si nous sommes rattrapés par le péché originel, hein, in fine. Et nous essayons vraiment de résoudre ce problème-là du mieux que nous le pouvons. Mais vous avez tout à fait raison, il y a peu de choses qui puissent être considérées comme substantiellement différentes entre cet accord du 18 octobre et l'accord du 31 décembre. Mais il y a la psychologie, il y a l'amour-propre des uns et des autres, il y a le temps qu'il faut à certains pour pouvoir comprendre que le pays a besoin que ses enfants puissent se parler. Certains prennent cela plus vite que d'autres, mais nous devons simplement saluer le fait que, in fine, tout le monde a compris la nécessité qu'il faut aller autour de la table et que le pays appartient à tout le monde, il faut se parler. Donc c'est l'inclusivité. Je peux considérer que la réponse à votre question, c'est la recherche de l'inclusivité. Mais sur le contenu, vous avez raison, beaucoup de choses ont été dites, la plupart des choses ont été dites dans l'accord du 18 octobre. Pour le compte de l'AFP, pendant que les discussions se tenaient au centre interdiocésain, les ADEF, eux, ils ont poursuivi leur travail de massacre, 14 morts selon des sources. Ne craignez-vous pas que le foyer des ADEF migre vers l'Ituri? Merci. Nous avons des informations selon lesquelles, effectivement, il y a une agitation assez remarquable des groupes armés pendant que se déroulent ces efforts de mise en ordre ici à Kinshasa, mais soyez certains que les forces armées n'ont pas baissé la garde, puisque les forces armées ne sont pas impliquées dans les discussions que nous avons au sein de la classe politique. L'armée est toujours présente sur terrain, elle répond à tous ces défis et dans son message à la nation, je pense que vous avez entendu le président placer le curseur dans les priorités. Il y a bien sûr les élections, il y a la relance économique, mais il y a la sécurité. C'est en tenant compte justement de cette résurgence de ces groupes armés qui ne sont pas seulement des groupes armés étrangers. L'ADF est un groupe armé étranger, mais nous constatons que même des groupes armés nationaux, les fameux groupes Maïmaï, Mazembe ici, Maïmaï tel là-bas, etc., reprennent un peu du poil de la bête, comme si un esprit malin leur dictait de vouloir perturber un peu les choses pour se faire entendre. Mais je pense qu'on leur a donné suffisamment de temps pour pouvoir déposer les armes. Maintenant, les forces armées ont reçu l'ordre de pouvoir les ramener à de meilleures dispositions. Et donc, sans vous donner tous les détails, je crois qu'ils ne réussiront pas à se constituer un sanctuaire en Ituri. Ce n'est pas la volonté qui leur manque, mais je ne pense pas qu'il leur sera donné l'occasion de pouvoir le faire. Mais nous nous réveillons chaque matin avec effectivement de mauvaises nouvelles de cette nature-là et nous essayons de répondre au cas par cas à ces informations-là. Chaque fois que des gens sont tués, l'armée répond et je vous assure qu'il y a aussi suffisamment de pertes parmi eux. Et l'armée continuera à défendre nos populations. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, pourquoi l'inclusivité de cet accord doit poser un sérieux problème quand on sait que celui de la Cité de l'Union africaine n'était pas aussi inclusif, mais il s'applique aujourd'hui? L'inclusivité de l'accord de la Cité de l'Union africaine a posé problème. Parce que si cette inclusivité, ce manque d'inclusivité n'a pas posé problème, qu'est-ce que nous serions allés faire au centre interdiocésain?
c'est parce que ça a posé problème que nous sommes allés au centre interdiocésain. C'est parce que nous avons estimé que tout le monde n'était pas à la Cité de l'Union africaine. Donc il y avait un déficit d'inclusivité. Donc vous n'avez pas raison de dire que l'inclusivité de l'accord du 18 octobre ne nous a pas posé problème. L'absence d'inclusivité nous a posé problème. Seulement, cette absence d'inclusivité ne va pas empêcher l'État de fonctionner. L'État doit fonctionner. Donc il n'y a pas à dire que nous avons décidé d'arrêter le fonctionnement de l'État. On vient de soulever un problème important au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri, où on vous dit qu'il y a des groupes armés qui sont en train de tuer nos populations. Alors nous allions dire, on arrête tout, pas de gouvernement, pas de ministère de la Défense, rien du tout, etc. Pendant que nous sommes en train de négocier, nous aurions été irresponsables. Il faut qu'il y ait un gouvernement pour répondre à des défis quotidiens de la vie d'un peuple, pendant que nous négocions pour rendre nos accords inclusifs ou plus inclusifs qu'ils ne l'ont été. La vie de la nation doit continuer. C'est comme ça qu'un État respire. On ne peut pas arrêter le fonctionnement normal des institutions parce que, d'autre part, on est en train de négocier. Cela ne se fait pas, ce serait totalement irresponsable de notre part. Mais le manque d'inclusivité nous a posé problème. C'est pourquoi nous avons accepté d'aller répondre à l'appel des évêques de la Cinco pour parler avec ceux qui n'étaient pas avec nous au 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Et donc, de la même manière, ce problème-là risque de se poser si nous négligeons l'absence d'inclusivité de l'accord du 31 décembre, parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Eugène Koundé, journal La Prospérité. Je reviens encore sur la signature sous réserve. Monsieur le ministre, je dirais que vous de la majorité, c'est comme si vous étiez l'avocat d'une frange de l'opposition qui a claqué la porte. Et pourtant, les informations à notre position laissent entendre que n'eût été la volonté du chef de l'État à concéder, vous de la majorité, vous n'allez pas signer cet accord-là. À quel niveau se situe la signature sous réserve? Au niveau du chef de l'État ou au niveau de vous, la majorité? Merci. Mais je ne sais pas, vous dites vous de la majorité, c'est le chef de l'État, mais la majorité s'appelle comment? Majorité présidentielle. Même si, en tant que chef de l'État, il a des responsabilités régaliennes qui sont peut-être moins de politique que politicienne, mais en même temps, le principal animateur de la majorité, le principal responsable de la majorité, c'est le président. Donc, que nous agissions sur les instructions de celui qui est notre chef de file, notre autorité morale, n'est pas un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème avec ça. Nous n'avons aucun problème. C'est lui qui est notre autorité morale, c'est lui qui a créé la majorité présidentielle, c'est la base sur laquelle il a assis sa gouvernance du pays depuis qu'il a gagné les élections. Pourquoi voulez-vous que nous puissions agir différemment de son plan qui vise à rechercher l'inclusivité? Donc il n'y a pas une pensée qui est la sienne et contre laquelle nous pourrions nous dresser. Pour quelle raison? Ça n'aurait aucun sens, ça ferait désordre d'ailleurs. C'est comme si vous demandiez au Rassemblement ou à l'UDPS d'agir contrairement à une pensée ou à une injonction qui viendrait de M. Tshisekedi. Ça ferait désordre. On ne saurait plus à qui se vouer. Donc il y a toujours quelqu'un qui engage un groupe, et je pense qu'en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle est la famille politique du président Joseph Kabila. Et donc c'est normal que nous puissions poser des actes en conformité avec la politique du président. C'est tout à fait normal, je ne vois pas de problème à ce sujet. Nous prenons le tout dernier intervenant. Tout dernier. Tout en vous informant qu'après la communication du ministre et donc après son intervention, il vous invite directement à l'occasion des festivités de prendre un petit verre avec lui. Donc ici même dans la salle, vous ne sortez pas. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre. Je m'appelle André Ulimbo Kouchaba, R32, la chaîne du développement, direction des sports.
Excellence, l'Afrique tout entière respire au moment où je vous parle au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dénommée CAN Total Gabon 2017. Et pour cette compétition, l'histoire me renseigne que le premier de tous les sportifs congolais, j'ai cité le président de la République, chef de l'État, s'est toujours impliqué sensiblement. Et vous-même, à 3 reprises, en 2009, lorsque les Léopards sont allés jouer en Côte d'Ivoire pour, je pense, la première édition du CHAN, et en 2015, lors de la CAN Gabon, Guinée équatoriale, et tout dernièrement, lorsque le Rwanda avait organisé la 4e édition du CHAN. Vous nous avez habitués à lancer un message d'encouragement aux sportifs congolais. Curieusement, excusez-moi, Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes à plus ou moins 2 semaines de ce rendez-vous africain, rendez-vous auquel les Léopards sont appelés à défendre les couleurs nationales. Ma question est la suivante. Est-ce que le père de la nation, comme toujours, s'était encore impliqué pour que la coupe arrive à Kinshasa? Et quel peut être encore le message du gouvernement à travers votre autorité, un message à l'endroit du peuple sportif du Congo, comme vous l'avez toujours fait, un message qui nous met un message d'encouragement et qui nous amène toujours à voir ces Léopards briller, briller, briller jusqu'à la victoire finale. Merci, Excellence. Merci. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il s'agisse d'équipes privées et particulièrement de l'équipe nationale, le président et le gouvernement sont toujours avec nos athlètes. Je pense que nous prenons toujours tout en charge. D'ailleurs, je viens de signer l'autorisation pour que la RTNC puisse payer pratiquement $1 million pour qu'on puisse diffuser ces matchs. C'est beaucoup d'argent par temps de crise. C'est énormément d'argent. Et si nous dépensons autant d'argent, c'est que nous plaçons nos espoirs en nos athlètes. Ce n'est pas pour les voir perdre. C'est pour que notre peuple puisse avoir l'occasion d'être de cœur avec eux, pour les encourager, pour qu'ils puissent se sentir soutenus. Et donc, si même dans la retransmission, nous qui nous occupons simplement de faire savoir aux gens ce qui se passe, nous sommes prêts à faire de tels sacrifices. Vous vous doutez bien qu'au niveau de ceux qui ont la charge de les encadrer, le ministère des Sports et tout ça, tout sera fait, tout a été fait pour qu'ils puissent être soutenus. Et je voudrais ici, parlant au nom du gouvernement, je vais le faire peut-être dans les jours qui vont précéder le championnat, mais je puis peut-être leur dire déjà qu'ils ont le soutien de l'ensemble du gouvernement et du peuple congolais, et que nous espérons qu'ils ne vont pas nous donner un spectacle qui va amener les gens à pleurer dans leur chaumière, qu'au contraire, nous aurons à avoir les mêmes cris de joie que nous avons eus dans d'autres circonstances à partir du Gabon, et que nous comptons énormément sur eux. C'est pourquoi nous dépensons les moyens qui sont devenus de plus en plus maigres pour qu'ils puissent porter haut les couleurs de notre pays. Allez les Léopards. Voilà. Merci. Amis téléspectateurs, c'est là, les Léopards, c'est par là que s'arrête le point de presse de ce jour. Animé, vous l'avez suivi vous-même avec beaucoup d'arguments, beaucoup d'assurance par Lambert Mende Malanga, le ministre de la Communication et des Médias. Nous étions en train de dire, amis téléspectateurs, que ce point de presse a été le tout premier de l'année, oui, mais aussi un point de presse qui vient donner de l'éclairage sur l'accord signé la nuit de la bonne année, donc du 30 au 1er janvier 2007, donc le 31 décembre, avec les autres Congolais qui sont membres du rassemblement. Et donc Lambert Mende Malanga nous expliquait
dit que nous avons suffisamment recherché, mais ce que nous avons obtenu surtout, c'était une valeur. À chaque fois que la République démocratique du Congo et ses enfants se réunissent, en discutant de leurs propres problèmes, de problèmes de souveraineté, les Congolais arrivent toujours à trouver une réponse, un consensus qui sauve toujours. Et ça, c'est très important, du fait que Joseph Kabila Kabange l'a toujours dit, n'allez pas au-delà des frontières, n'allez pas au-delà des océans pour trouver des solutions. La République démocratique du Congo a des génies, a des savants pour résoudre le problème qui les concerne. Là, Lambert Mende, au Malanga l'a dit. Il faut aussi dire que les accords ont été signés, mais il y a une frange de l'opposition qui finalement avait claqué la porte en dernière minute. Nous la prenons au même moment que vous. Et donc, pour le ministre, il faudrait, nous sommes relancés sur l'inclusivité. Dans les jours qui viennent, ces accords vont encore être revus par ceux de frères et de sœurs congolais qui ont claqué la porte, qui doivent revenir, pour donner le maximum de chances à tous les accords qu'il faut. Il faudrait aussi retenir que le ministre Lambert Mende a dit il ne s'agit pas des négociateurs, il s'agit de la Constitution. La Constitution l'avait déjà prévu. Lorsque un président est en fonction, il part, après fait la remise et reprise avec son élu. Et donc que personne ne dise qu'on a donné de la chance à Kabila. Non, c'est la Constitution qui l'a dit. Lambert Mende au Malanga l'a été suffisamment clair et je suis en train de vous dire, amis téléspectateurs, que ce point de presse, le tout premier de l'année, va finir avec un cocktail qui est servi ici au centre de médias. Mais ceci me permet de prendre mes frères, mes consoeurs et mes confrères, de témoigner dans d'autres langues, tout en disant à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont appelés de partout, en province comme partout, nous ne pouvions pas répondre à vos questions parce que nous sommes en direct. Nous disons simplement à ceux de Paris qui croient que le ministre a été tout à fait clair et simple et limpide. Nous disons à Willinda et aux autres, merci beaucoup. Nous sommes en mesure de tenir compte de tous les Congolais qu'ils envoient à la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes capables de répondre. Mais pendant que nous sommes en direct, il nous est difficile de répondre aux questions et les questions sont posées à partir d'ici. Nous allons demander avec la modération de point de presse du ministère pour que, à chaque fois que vous avez la possibilité de poser une question, nous prendrons la question et nous soumettrons au ministre Lambert Mende au Malanga, que nous félicitons du reste pour sa